Si, en tant que pionnier du Far West, vous tombiez malade, 3 solutions s'offraient à vous. D'abord, consultez un médecin et espérez que ces remèdes soulagent votre douleur. Deuxièmement, essayez de guérir vous-même votre maladie. Ou troisièmement, mourir. Bien sûr, si vous arriviez à trouver un médecin, vous mourriez probablement quand même parce qu'ils improvisaient un peu au fur et à mesure. Aujourd'hui, découvrons comment se passait une visite chez le médecin dans le Far West. Il faut se rappeler que la médecine dans le Far West n'était pas une science, mais surtout un moyen de gagner de l'argent. Certains médecins agissaient par altruisme, mais globalement, la médecine restait un métier impitoyable. Quand un nouveau médecin ouvrait un cabinet dans une petite ville déjà dotée d'un docteur, les relations devenaient vite tendues, car ils étaient souvent très territoriaux. 2 médecins dans une même ville, ça voulait dire qu'ils devaient se partager les bénéfices. L'un des incidents les plus célèbres de médecins rivaux a eu lieu lorsqu'un docteur nommé Edward Willis s'est installé à Placerville, en Californie, qui s'appelait alors Hangtown. À son arrivée, le docteur Willis a monté une tente servant de maison et de cabinet, puis accroché une enseigne annonçant ses services de médecin et chirurgien. Doc Hollings, premier médecin du camp minier en pleine expansion, n'appréciait rien de cela. Il s'est aussitôt rendu à la tente du nouveau médecin pour lui ordonner de partir. Le docteur Willis a calmement dit à Hollings qu'il ne partirait pas, puis lui a tourné le dos et lui a ordonné de quitter sa tente. Furieux, Hollings est sorti en trombe et a élaboré un plan, qui n'était pas vraiment un plan, mais consistait simplement à revenir plusieurs jours plus tard, accompagné de plusieurs chercheurs d'or de Hangtown bien armés. Hollings a exigé que Willis présente un diplôme, ce qu'il a fait immédiatement. Hollings l'a déchiré en 2 et l'a jeté par terre. Monsieur Paul Clam, un ami du docteur Willis, était présent, a assisté à l'échange, puis a frappé le docteur Hollings. Hollings a intensifié la bagarre, défiant Clam et Willis en duel au pistolet. Ce duel a eu lieu dans une fosse minière abandonnée. Après le cri « feu » du shérif, les 2 hommes ont tiré, puis sont tombés. Clam a été grièvement blessé par 3 balles dans le corps. Doc Hollings était un peu plus blessé, il était mort. Selon la loi des mineurs, tout homme qui abandonnait sa concession perdait également tous ses droits sur sa terre. Puisque Doc Hollings était mort, il avait techniquement abandonné sa concession, et le docteur Willis devint instantanément le seul médecin de la ville. Son premier travail fut de sauver la vie de Monsieur Clam, et son premier acte officiel fut de signer le certificat de décès de Doc Hollings. Docteur était un titre extrêmement vague que les gens s'attribuaient eux-mêmes dans le Far West. Même si certains étaient formés, un diplôme prestigieux ou une expérience pratique n'était pas requis. Il suffisait d'un sac d'outils chirurgicaux non stérilisés et de convaincre les gens que vous saviez ce que vous faisiez. Et comme il y avait une pénurie de professionnels de santé dans les territoires de l'Ouest, devenir médecin était aussi simple que de se déclarer médecin. Par exemple, en 1827, un concierge a réalisé la première césarienne dans l'Ouest américain. John Richmond, concierge dans une école de médecine, écoutait les cours et prenait mentalement des notes. Il a quitté son poste de concierge, s'est fait appeler docteur et a pratiqué une césarienne sans jamais en avoir vu ni ouvert un corps humain. Richmond a écrit « Voyant l'urgence, animé d'un profond sentiment de responsabilité et muni d'une simple trousse d'instruments de poche, j'ai commencé la césarienne vers 1h du matin. La patiente n'a jamais signalé de douleur durant le traitement. » Cela dit, le docteur Richmond a peut-être un peu exagéré car les récits de la césarienne font débat. La femme a survécu à la procédure douteuse, mais pas l'enfant. Dans son livre de 2018, Césarienne, une histoire américaine du risque, de la technologie et des conséquences, Jacqueline H. Wolf écrit « La mère le suppliait d'arrêter, elle ne supportait plus la douleur. » Aussi barbare que fut la tentative de césarienne de Richmond, il s'agit du premier récit publié d'une tentative de césarienne réalisée aux États-Unis. Pour chaque John Richmond, des médecins qualifiés savaient ce qu'ils faisaient, mais même ces professionnels utilisaient des traitements dangereux et expérimentaux. Le docteur Daniel Drake, fondateur de la première faculté de médecine de l'Ohio, préconisait la saignée pour les patients au pouls presque imperceptible. Si le lancer ne faisait pas couler le sang, le docteur Drake conseillait de couper la veine jugulaire. Oui, la plupart des patients saignés par la jugulaire ont eu un pronostic que vous devinez sûrement, ils sont morts. Les traitements de Lister figuraient parmi les plus déroutants pratiqués par ces médecins.
Cette pratique douteuse consistait pour un médecin à recouvrir une partie de la peau avec des piments broyés afin de provoquer une hyperémie. La pâte de piment provoquait une contre-irritation très puissante, de sorte que la douleur des cloques surpassait l'affection douloureuse, traitée, un peu comme si on se frappait la tête avec un marteau lorsqu'on avait mal au ventre. La purge était aussi un traitement souvent conseillé par ces médecins de l'Ouest. Si un médecin vous recommandait une purge, on vous prescrivait du calomel, un médicament au mercure qui provoquait une évacuation intestinale rapide comme une machine à yaourt glacé défectueuse. L'espoir ici était que la purge éliminerait la bile noire dans l'estomac, mais cela guérissait rarement qui que ce soit. La médecine semblait si médiévale dans le Far West que les gens étaient souvent alarmés par les pratiques imposées par ces nouveaux médecins. Lorsque les médecins ouvraient des corps ou pratiquaient des opérations peu orthodoxes pour sauver des vies, cela effrayait vraiment les gens. Un médecin de la frontière a raconté avoir ouvert la gorge d'un enfant étouffé par la diphtérie et maintenu la trachée ouverte avec des hameçons. Imaginez être en 1875 et voir cela. Vous paniqueriez sans doute aussi. Il n'est pas étonnant que certains pensaient que les médecins faisaient des rituels sataniques. Dans un autre cas, le célèbre chirurgien, le docteur Ephraim McDowell, a réalisé une opération compliquée sur une femme du Kentucky de 45 ans nommée Jan Crawford. McDowell a été appelé à la ferme des Crawford pour aider à ce que l'on pensait être un accouchement très attendu. McDowell découvrit rapidement que Crawford n'était pas enceinte. Elle souffrait d'une énorme tumeur ovarienne. Le docteur McDowell a alors suggéré de retirer la tumeur, une opération qui n'avait jamais été tentée auparavant. Finalement, le docteur McDowell a réussi à extraire la tumeur de Crawford qui pesait 10 kg. Cela dit, il a eu du mal avec certains habitants de la ville qui pensaient qu'il faisait l'œuvre du diable. Superstitions et tabous ont fait circuler des rumeurs sur des pratiques surnaturelles de McDowell dans son cabinet. Son patient a survécu à une opération de 25 minutes sans anesthésie, mais la plupart des chirurgiens étaient accusés de pratiques sataniques, même en sauvant parfois des vies. Alors que la majorité des médecins de la frontière étaient des hommes, le Far West offrait de nombreuses opportunités aux femmes. Oui, il y avait une part de vérité dans Dr. Quinn, femme médecin. En 1874, la docteure Bethania Owens Adair a étudié à l'école de médecine éclectique de Pennsylvanie et en 1874, elle a obtenu son doctorat en médecine à la faculté de médecine de l'Université du Michigan. Elle a déménagé dans l'Oregon, pratiquant la médecine à Portland et Astoria. Comme l'a décrit la docteure Owens Adair, exercer la médecine dans l'Ouest était un défi majeur. J'ai accompli mon travail professionnel du mieux que je pouvais dans cet endroit isolé et jamais je n'ai refusé de répondre à un appel de patient. De jour comme de nuit, par tous les temps, sur des sentiers si envahis par la végétation, les troncs et les racines qu'un cheval et son cavalier ne pouvaient en passer. Traversant des marécages inondés, en bottes en caoutchouc. Fait notable sur le docteur Owens Adair, elle soutenait fortement le mouvement eugéniste. En 1909, elle a soutenu un projet de loi visant à stériliser les criminels, les épileptiques, les personnes atteintes de troubles mentaux et les personnes considérées comme faibles d'esprit. Le projet de loi a été adopté par la législature de l'Oregon, mais le gouverneur a refusé de le promulguer. La loi a finalement été adoptée 8 ans après. Un projet de loi similaire est devenu loi dans l'État voisin de Washington en 1909, en grande partie grâce aux efforts du docteur. Alors que de nombreux médecins de la frontière sans formation se sont lancés dans la médecine pour gagner rapidement de l'argent, ils ne gagnaient en réalité pas beaucoup d'argent. Pas dans les petites villes, en tout cas, les médecins de l'époque facturaient généralement 25 cents pour une visite, tandis que les visites prolongées, y compris les soins de nuit, pouvaient coûter jusqu'à $1. Beaucoup de patients ne pouvaient pas payer les médecins en liquide. Ces patients sans argent réglaient leurs soins par des biens ou services, souvent du bois, des produits agricoles, du bœuf, des œufs, des couvertures ou d'autres objets de valeur disponibles. Certains médecins réduisaient le prix des visites à domicile si leurs patients nourrissaient leurs chevaux. Les médecins de la frontière ne se contentaient pas de soigner les patients. Beaucoup d'entre eux avaient aussi des petits boulots comme pharmaciens. Oui, même ces médecins n'avaient pas reçu de formation officielle. Ils fabriquaient et vendaient leurs médicaments.
Alors que certains colons vivant en pleine nature, au milieu de nulle part, devaient généralement serrer les dents et endurer leur maladie avec du whisky, les colons des villes développées pouvaient se rendre chez leur apothicaire local, la pharmacie de leur époque. Les pharmaciens de ces pharmacies diagnostiquaient, conseillaient et vendaient leurs remèdes maison. Avant 1900, la plupart des lois américaines sur les médicaments n'existaient pas, donc les pharmaciens vendaient librement ce qu'ils pensaient guérir leurs patients. Les pharmaciens de la frontière utilisaient surtout des herbes, feuilles et racines pour fabriquer leurs médicaments. En étudiant les ingrédients de ces premiers sérums, on remarque que beaucoup s'inspirent des bases et remèdes des Indiens d'Amérique. Bien sûr, de nombreux médecins de la frontière méprisaient les Amérindiens. Naturellement, ils rejetaient tout ce qui leur était associé, même si leur sérum naturel à base de plantes était dérivé de ce que les Indiens d'Amérique pratiquaient depuis des générations. Alors que la médecine avancée faisait de grands progrès dans d'autres parties développées du monde, les médecins du Far West ne savaient tout simplement pas ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, tu devrais te sentir plus à l'aise d'aller chez le médecin, non ? Alors que les États-Unis d'Amérique sont exempts de polio depuis 1979, la maladie a eu des effets dévastateurs sur ceux qui ont eu la malchance de la contracter avant la découverte du vaccin dans les années 1950. L'un des traitements les plus impressionnants disponibles était un séjour dans un appareil médical appelé le poumon d'acier. Aussi impressionnant que cela puisse paraître, les personnes dans le poumon d'acier décrivaient l'expérience comme, vous savez, plutôt correcte dans l'ensemble. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'était que d'être dans un poumon d'acier. La polio affaiblit le système nerveux et bien que beaucoup de personnes exposées au virus ne présentent aucun symptôme, il y en a d'autres, moins chanceuses, qui souffrent de fièvre, de troubles digestifs et de douleurs. Dans de très rares cas de polio affectant la moelle épinière et le tronc cérébral, des conséquences graves peuvent ne survenir. Engourdissement, raideur, voire paralysie. Un vaccin développé dans les années 1950 par Jonas Salk a permis d'éradiquer la plupart des cas de polio aujourd'hui. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, peu de traitements existaient pour les personnes atteintes de la maladie. Actuellement, seuls 3 pays, le Pakistan, l'Afghanistan et le Nigeria, n'ont jamais stoppé la transmission de la polio. Après la révolution industrielle, la croissance urbaine causa une épidémie de polio, avec jusqu'à 10 000 cas par an, dont des milliers étaient mortels. La maladie frappait principalement les bébés, les enfants et les personnes âgées, et les médecins avaient peu de moyens pour aider les victimes à respirer après la paralysie de la poitrine et de l'abdomen due au virus. C'est alors qu'interviennent les chercheurs de l'université Harvard, Philip Drinker et Louis Agassiz Shaw Jr. Les deux ont mis au point un appareil permettant aux victimes de la polio de respirer suffisamment longtemps pour se rétablir. Le respirateur à réservoir a été fabriqué avec des objets courants. Moteur électrique, aspirateur et boîte en fer scellée. C'est similaire à un sous-vide, mais pour des dispositifs médicaux capables de sauver des milliers de vies. L'appareil à pression négative obligeait les poumons du patient à inspirer, que le virus de la polio le veuille ou non. Le poumon d'acier était-il aussi terrible qu'il en avait l'air ? Eh bien... En 1930, le magazine Popular Mechanic a décrit le processus d'entrée dans un poumon d'acier. Le patient est installé sur le lit, introduit dans la cabine, puis le bouclier est verrouillé. Un collier en caoutchouc, si serré que presque aucun air ne passe, est mis autour du cou du patient. Un interrupteur est activé et la cabine démarre. La moitié de nos téléspectateurs sont soudainement claustrophobes. Notez que les patients placés dans un poumon d'acier étaient souvent trop malades pour se soucier de leur environnement, mais les survivants de la polio décrivaient l'expérience comme « Hey, j'ai survécu à la polio ». Michael Barr, qui vivait dans un poumon d'acier dans les années 1970, a déclaré « Être allongé pendant que la machine respirait pour moi, sans respirateur sur la bouche, était vraiment relaxant. C'était reposant car il n'y avait rien à faire dans le poumon d'acier, on fermait les yeux et s'endormait simplement. » Les victimes de la polio confinées dans un poumon d'acier restaient déterminées à vivre pleinement malgré cette contrainte. Prenez Martha Mason, auteure de « Respirer, une vie entière au rythme d'un poumon d'acier ». Elle est allée à l'université, a organisé des dîners, lu plus de livres que vous ou moi, et après s'être connectée à Internet dans les années 90, elle s'est fait de nombreux amis malgré sa dépendance à une machine respiratoire. Elle n'a pas laissé cela l'empêcher de vivre une vie très épanouie. Paul Alexandre non plus, qui a déclaré à CBC Radio qu'il avait adapté son mode de vie au poumon d'acier ou pouvait faire en sorte que le poumon d'acier s'adapte à ses envies. Alexandre a tenu parole et obtenu son diplôme de droit.
Être dans un poumon d'acier n'a pas empêché de mener une vie pleine, car on n'était pas forcément confiné. L'appareil médical était destiné à servir de solution temporaire pour les patients ayant des difficultés à respirer après une paralysie du haut du corps due à la polio. En général, un séjour dans un poumon d'acier durait 2 semaines, laissant au corps le temps de se remettre de la maladie. Le poumon d'acier pouvait être réutilisé au besoin indéfiniment dans les cas plus graves où la respiration était définitivement entravée ou après des complications dues au syndrome post-polio. Et oui, une toute petite poignée de personnes l'utilisent encore aujourd'hui. Notre ami, l'avocat Paul Alexandre, a emmené son poumon d'acier avec lui à l'université. C'est devenu comme un tour de fête pour lui. Paul s'est fait beaucoup d'amis qui voulaient tous savoir ce qu'il en était de ce gars, à la tête dépassant d'une machine. Drinker et Shaw ont d'abord testé leur dispositif médical salvateur sur les créatures les plus précieuses de notre monde, le chat domestique, mais ils ont rapidement eu besoin de tester l'appareil sur des sujets humains. En 1928, ils ont utilisé leur appareil à l'hôpital pour enfants de Boston pour aider une fillette de 8 ans atteinte de paralysie infantile. En quelques minutes, elle a pu respirer grâce à la machine. John Emerson inventa ensuite une version plus légère et plus efficace du poumon d'acier, rapidement disponible dans les grandes villes avec des hôpitaux pour enfants comme Philadelphie et Chicago, où des salles étaient dédiées au poumon d'acier pour traiter plusieurs patients simultanément. Comme beaucoup d'inventions majeures, le poumon d'acier a connu des améliorations et des drames inévitables. En 1931, John Emerson, un inventeur de Cambridge, Massachusetts, a amélioré le lit de l'appareil affectueusement appelé le plateau à biscuits et a égayé l'ensemble en ajoutant de petites fenêtres sur les côtés de son fuselage. Il a également réduit le coût de la machine de moitié et l'a considérablement allégé pour couronner le tout. En gros, il était Justin Timberlake dans The Social Network, disant au faux Mark Zuckerberg de retirer le « le » dans thefacebook.com. Mais Drinker ne l'a pas vu ainsi et l'a attaqué en justice pour avoir amélioré son invention. Emerson a affirmé que Drinker n'aurait pas dû breveter quelque chose pouvant sauver des vies. Il a aussi affirmé avoir travaillé sur la conception avant l'obtention du brevet par Drinker en 1931, ajoutant que la technologie existait déjà avant les chercheurs de Harvard, donc Drinker ne pouvait pas vraiment garder les droits sur les composants de la machine. Drinker a sans doute répondu « Si tu avais inventé le poumon d'acier, tu l'aurais fait, tout fier ». Emerson a présenté de meilleurs arguments et a finalement gagné, annulant le brevet de Drinker et devenant la référence pour les modèles de poumons. Lorsque Drinker a mis le poumon d'acier sur le marché, il le vendait environ 3 600 $. Le prix a finalement baissé lorsque Emerson Pound est arrivé avec un modèle moins cher et meilleur. Même alors, il facturait 1 500 $ et prenait des royalties sur chaque appareil vendu. Le design plus élégant d'Emerson restait tout de même assez cher, coûtant la coquette somme de 1 000 $ par appareil, ce qui excluait les gens du peuple et faisait que la plupart des poumons d'acier se retrouvaient, logiquement, dans les hôpitaux. Les années 1930 étaient difficiles en Amérique, et après un fort chômage, peu de gens pouvaient acheter cet appareil durant la Grande Dépression. Finalement, Franklin D. Roosevelt a fondé la Fondation nationale pour la paralysie infantile, renommée en 1938 la Marche des 10 sous. Oui, cette fameuse Marche des 10 sous. Cette organisation a joué un rôle de premier plan en aidant les personnes atteintes de polio à financer les soins médicaux essentiels, notamment l'accès aux poumons d'acier. À mesure que de plus en plus de personnes passaient du temps dans le poumon d'acier, de plus en plus de gens trouvaient des moyens uniques de passer le temps et d'en profiter. Certains installaient des miroirs dans l'appareil pour rester en contact avec le monde qui les entourait. Gary Presley, atteint de polio à 17 ans, a relié son miroir à une télévision, ce qui, selon lui a appris à lire à l'envers. Presley, ainsi que Marshall Barr, un autre survivant de la polio, avaient également fait installer des cadres au-dessus de la tête pour tenir des livres et d'autres supports de lecture, bien que Barr n'en voyait pas vraiment l'avantage puisque les pages devaient quand même être tournées d'une manière ou d'une autre sans les bras. L'auteur Mark O'Brien a trouvé une solution à ce problème. Il utilisait un bâton d'environ 30 cm pour communiquer, tourner les pages, déplacer les tables à proximité et vous savez, toutes ces petites choses amusantes qu'on fait pour passer le temps. Un bâton de 30 cm ne permet pas de mettre un sandwich de même taille dans sa bouche. Ainsi, vivre dans un poumon d'acier impliquait de dépendre d'autrui pour manger ou s'habiller. La tête étant exposée, il est possible de manger dans un poumon d'acier, mais avaler reste difficile, comme l'a noté Marshall Barr. Allongé sur le dos, la personne devait être très prudente en avalant.
avaler en rythme avec la machine parce qu'elle tire sur le diaphragme puis le repousse. Les patients devaient attendre que le poumon d'acier expire pour avaler. Ça semble méthodique. Jim Costello ne garde pas un bon souvenir du processus, ni de l'aide-soignant qui changeait ses vêtements. Le changement de pyjama ou de drap était fait par une équipe d'infirmières tout préparée à l'avance. Elle travaillait vite pour faire ce qu'il fallait, tout en me surveillant. Plusieurs séances d'ouverture du poumon d'acier et de déplacement de mon lit brancard étaient nécessaires. C'était un cauchemar. Gary Presley a eu une toute autre expérience de la nourriture et du moral dans le poumon d'acier, pensant que si vivre signifiait être enfermé dans un tube métallique, la vie n'était peut-être pas pour lui. Avec la dégradation de son corps et moins d'activité physique, il n'avait plus d'appétit comme il le raconte dans « 7 fauteuils roulants, une vie après la polio ». Enfermé dans le poumon d'acier, je n'étais plus qu'une masse flétrie, minée par les complexes, les appréhensions et la dépression. Le corps desséché dans la grande machine nécessitait peu de carburant, donc peu de déchets. Je ne me rappelle pas avoir refusé de manger, cela m'était égal. Je me souviens des cuillères contre mes lèvres sans les prendre. Je n'avais pas faim. Les patients devaient apprendre à compter sur les autres pour subvenir aux besoins humains les plus élémentaires. Les bras étaient confinés à l'intérieur d'une chambre qui fonctionnait principalement en restant bien fermée. Ouvrir les hublots latéraux pour bouger un membre ou appliquer des compresses chaudes pouvait provoquer une détresse respiratoire. Les patients devaient être assistés pour aller aux toilettes. Cela semble être une expérience formidable pour tous. Plus tôt, en évoquant l'avocat Paul Alexander et son poumon d'acier dans sa chambre universitaire, nous aurions dû préciser que ces machines pesaient plusieurs centaines de kilos. Ce n'est pas l'appareil le plus pratique pour survivre, ces miracles métalliques, faits de tubes et moteurs, sauvaient des vies, mais pouvaient peser 360 kilos. La taille et l'envergure de cet appareil rendaient les choses compliquées en termes de portabilité et d'accessibilité et contribuaient à la stigmatisation liée au fait d'être traité avec un tel dispositif. Quand Peg Carrot repensait à sa vie dans un poumon d'acier après avoir eu la polio, elle pleurait à l'idée de vivre dans cet appareil qu'elle appelait une pieuvre grise prête à l'avaler. C'est compréhensible, nous serions tous émus à l'idée d'être dévorés vivants par une créature marine géante. D'autres, comme Larry Alexandre, ont accepté leur nouveau maître, le poumon d'acier. Il voyait son nouveau lieu de vie comme, certes, monstrueux, mais aussi comme des anges de salut. Le poids du poumon d'acier était bien moindre que l'oppression insupportable qu'il ressentait avant d'y entrer. Le poumon d'acier a été modernisé grâce à de nouvelles technologies, rendant son design plus élégant et abordable. Comme le poumon d'acier était un ventilateur à pression négative, c'est-à-dire qu'il fonctionnait en abaissant la pression autour des cellules pulmonaires, il nécessitait des conceptions de machines volumineuses et encombrantes. Les ventilateurs à pression positive élèvent donc la pression des voies respiratoires et voies respiratoires avec des tubes plus compacts et des masques nasaux ou nasolaryngés. Les années 1950 et 1960 ont transformé notre nation et le domaine pulmonaire. Les machines à pression négative sont devenues plus compactes, ressemblant à des armures ou des vestes. La technologie à pression positive a également conduit à une utilisation accrue des masques faciaux. Une fois que les vaccins contre la polio ont considérablement réduit le nombre de cas, la demande pour le poumon d'acier a diminué en conséquence. 1200 personnes utilisaient le poumon d'acier aux États-Unis en 1959 contre 39 en 2004 et peut-être aussi peu que 3 personnes en 2017. Les personnes ayant des complications dues à la polio trouvent que la machine à pression négative leur convient le mieux, bien que les pièces du poumon d'acier se fassent rares. Les pièces pour anciens dispositifs médicaux sont difficiles à trouver sur eBay. Les barbiers au Moyen Âge étaient les maîtres du multitâche. Si de nombreux actes chirurgicaux au Moyen Âge étaient réalisés par les barbiers chirurgiens, ces précurseurs du barbier traditionnel faisaient bien plus qu'ouvrir les gens. Alors aujourd'hui, nous allons jeter un œil aux pratiques bizarres et sanglantes des barbiers médiévaux. Préparez-vous pour un rasage de près avec l'histoire. Peut-être que la meilleure description des barbiers médiévaux vient d'une inscription sur une gravure sur bois du XVIe siècle, réalisée par l'artiste allemand Juste de Man, présentée à la première personne par un homme exerçant ce métier. On m'appelle partout. Je prépare divers onguents curatifs et soigne blessures récentes, fractures et maladies chroniques. La syphilis, la cataracte, la gangrène, j'arrache les dents, je rase, je lave et je coupe les cheveux.
J'aime aussi pratiquer la saignée. Même si cela peut ressembler au pire profil Tinder jamais écrit, ce n'est pas faux. Les barbiers médiévaux faisaient tout cela et étaient vus comme des experts, même si la plupart de leurs méthodes étaient douteuses. Par exemple, autrefois, les barbiers médiévaux versaient de l'huile bouillante dans les blessures par balle afin de les cautériser, ce qui ressemble un peu à conduire une voiture dans un lac, parce que le voyant du moteur s'est allumé. Puis un jour, un célèbre barbier chirurgien français nommé Ambroise Paré s'est rendu compte à quel point l'huile bouillante était inutile pour soigner les blessures. Comment a-t-il fait cette découverte? Eh bien, lors de la bataille de Turin en 1536, Paré est tombé à court d'huile et a été obligé d'improviser. Il a plutôt préparé un onguent avec des jaunes d'œufs qu'il avait sous la main, de l'huile de rose, probablement pour l'odeur, et de la térébenthine parce qu'à ce stade, il prenait tout ce qu'il trouvait. Après une nuit blanche sur le champ de bataille, Paré s'est réveillé pour découvrir que son onguent, préparé à la va-vite, fonctionnait bien mieux que l'huile bouillante. Honnêtement, tout sauf une seconde balle aurait été mieux dans une blessure par balle. Selon Paré, il a rendu visite à tous ses patients et il a découvert que tous ceux qui avaient été traités avec son onguent étrange, contrairement à ce qu'il pensait, s'en sortaient mieux que ceux qui avaient reçu l'huile bouillante traditionnelle. Il a écrit que chaque patient qu'il avait traité avec l'onguent avait bien dormi et que leurs blessures n'étaient ni enflammées ni tuméfiées. Au contraire, ce Tisilorsiui Aufi, au contraire, ceux traités avec l'huile bouillante classique avaient de la fièvre, souffraient de fortes douleurs et les zones autour des blessures étaient enflées comme après avoir été aspergées d'huile bouillante. Après avoir répété la procédure sur plusieurs autres, Paré a conclu que ni lui ni personne d'autre ne devrait jamais cautériser une blessure par balle. Paré a ensuite conseillé aux médecins de soigner les blessures avec douceur, une innovation toujours d'actualité. Je suis presque sûr que cela n'inclut plus la térébenthine ni les jaunes d'œufs. Les barbiers pratiquant de petites interventions chirurgicales au Moyen-Âge proposèrent parfois un anesthésique sous la forme de ce qu'on appelait une éponge soporifique. C'était une forme primitive de chloroforme fabriquée en trempant une éponge de mer dans un mélange contenant des ingrédients comme la ciguë, la mandragore, le lierre, l'iosciamine, le jus de mûrier et l'opium, entre autres. Je ne suis pas médecin ni même barbier médiéval, mais on dirait que c'est surtout l'opium qui fait le gros du travail ici. Aussi, je suis presque sûr que la ciguë est toxique, mais bon, c'est la fête. L'éponge est censée être complètement séchée au soleil pendant la canicule jusqu'à ce que tout le liquide soit évaporé. Quand le barbier devait endormir quelqu'un, il réhydrait l'éponge en la trempant dans l'eau, puis la plaçait sous le nez du patient. Certains historiens ont suggéré que le contenu de l'éponge était destiné à être bu, ce qui aurait été un breuvage très corsé, vous comprenez? Corsé? Parce que ça te tuerait probablement? D'accord, passe-moi l'éponge. Au lieu de médecins diplômés d'université, ce sont de simples barbiers qui, au Moyen-Âge, étaient chargés d'enlever les calculs rénaux et ils le faisaient souvent devant un public, ce qui donne vraiment une ambiance de séance de l'après-midi en semaine, au terme salle d'opération. Voyageant de ville en ville avec une table spéciale de lithotomie, les barbiers talentueux réalisaient cette simple intervention en quelques minutes seulement, en public, afin de faire la publicité de leur service. Certains barbiers étaient de simples bonimenteurs voulant gagner vite de l'argent. Ces soi-disant arracheurs de calcul, quelle image saisissante, étaient lourdement sanctionnés par des amendes si leur intervention ne se déroulait pas comme prévu. Après tout, on ne pouvait pas laisser une personne sans formation médicale opérer en public. La saignée et la pratique connexe des sangsues sont ce que la plupart des gens associent à la médecine médiévale archaïque. Et cette association est justifiée. Les gens du Moyen-Âge adoraient indéniablement une bonne saignée. Mais saviez-vous que les médiévaux pensaient que la saignée était un remède universel qui pouvait à peu près tout guérir? C'est la raison pour laquelle les barbiers pratiquaient la saignée plus que toute autre chose. À leurs yeux, il n'y avait rien que cela ne puisse arranger. C'était comme du robitussin, comme si le robitussin vous transperçait une artère. Un manuel médical médiéval affirmait même que la saignée clarifie l'esprit, renforce la mémoire, nettoie les intestins, assèche le cerveau, réchauffe la moelle, aiguise l'ouïe, retient les larmes, favorise la digestion, donne une voix musicale, chasse l'insomnie, éloigne l'anxiété, nourrit le sang, l'épure des substances toxiques et procure une longue vie. Ça a l'air plutôt bien. Je suis partant. Le livre affirme aussi que la saignée guérit douleurs, fièvre et maladies et rend l'urine claire et propre, ce que tout le monde préfère selon moi. Bien sûr, en réalité, la saignée ne fait rien de tout cela. Et elle peut même s'avérer fatale,
Ce que les amateurs d'histoires insolites qui ont vu l'épisode sur la mort et la tentative de résurrection de George Washington savent très bien. Mais son inefficacité totale en tant que traitement n'a pas empêché certains médecins de la recommander pour soigner la pneumonie aussi tard qu'en 1942, c'est exact. Certains médecins prescrivaient encore une bonne vieille saignée l'année où Bambi est sorti au cinéma. Les barbiers médiévaux, qui voulaient faire la publicité de leurs compétences supérieures enseignées, ont fait appel à leur don-drapeur intérieur en plaçant des bols de sang humain dans la vitrine de leur boutique. Les bols de sang attiraient sans doute des chiens errants et créatures surnaturelles, mais les Londoniens réagissaient mal. Le sang caillait et devenait putride, ce qui poussait les citoyens dégoûtés à réclamer une loi interdisant ces expositions douteuses. La loi fut adoptée en 1307 avec la formulation suivante. Aucun barbier ne devra être assez audacieux pour mettre du sang dans ses vitrines. Je pense que c'est du sarcasme médiéval. Les barbiers étaient un peu vexés par le tollé public. Pour eux, ces expositions étaient un moyen pratique de recycler le sang non désiré. Et s'ils ne pouvaient non pas l'utiliser à des fins promotionnelles, qu'étaient-ils censés faire du sang? Le jeter? En fait, oui. Les législateurs, toujours soucieux de la santé publique et de l'hygiène, conseillaient aux barbiers de jeter leur vieux bol de sang dans la Tamise à la place. Preuve que la Tamise n'a jamais été sûre pour se baigner. Comment les barbiers faisaient-ils leur pub après l'interdiction des bols de sang de 1307? Des historiens estiment que c'est à cette époque que l'habitude d'enrouler un tissu ensanglanté autour d'un poteau devant la boutique est née, préfigurant l'enseigne de barbier moderne. Croyez-le ou non, l'urine humaine a ses usages comme agent nettoyant, même si vous n'allez probablement pas la voir sur les étagères de Target de sitôt. Les Romains le savaient. En fait, ils recyclaient même leur urine pour nettoyer leur toge plus efficacement. Et cela fonctionnait. Vraiment, l'ammoniac fait des merveilles. Les barbiers du Moyen-Âge le savaient aussi, et utilisaient même de l'urine vieillie, appelée iatonium, comme shampoing pour leurs clients. C'est impressionnant. La possibilité d'apporter sa propre urine locale reste débattue par les historiens. Certains se demandent aussi si se laver les cheveux avec de l'urine vieillie pourrait remplacer le shampoing. Eh bien, certaines personnes modernes ont tenté l'expérience. Et d'après les retours, même si se rincer les cheveux avec de l'urine les rend doux et brillants, toute la procédure laisse quand même une odeur d'urine sur la tête. Un document de 1499 détaillant les affaires de la Guilde des barbiers d'Oxford mentionne les albasters, un terme obscur qui a d'abord déconcerté les éditeurs des archives médiévales d'Oxford. Des recherches ultérieures ont cependant révélé que la classe la plus basse des barbiers médiévaux ne pouvait tout simplement pas se permettre d'avoir une grande quantité de savon à raser, alors ils utilisaient parfois la mousse de la bière pour enduire le visage de leurs patients à la place. Oui, ils utilisaient la mousse de bière comme crème à raser pour donner à leur visage cette fraîcheur de torchon de bar. Pourquoi Axe, Old Spice ou même Anheuser-Busch n'ont-ils pas ressuscité cette tendance reste encore un des mystères de l'histoire. Maintenant, prends cette Michelob et fais bien mousser. Beaucoup de barbiers médiévaux étaient aussi chandeliers. Pouvaient-ils être plus médiévaux? Malheureusement, cela n'a rien à voir avec les sitcoms des années 90. Dans ce sens, un chandelier était simplement un autre nom pour un fabricant de bougies. Pourquoi les barbiers fabriquaient-ils des bougies? Eh bien, les chandeliers et les barbiers utilisaient tous les deux énormément de cire. Les barbiers l'utilisaient comme base pour les onguents, et les chandeliers en avaient évidemment grand besoin pour fabriquer leurs bougies. Parfois, les barbiers réalisaient une procédure étrange en utilisant de la cire pour créer un modèle des organes malades d'un patient. Ils plaçaient ensuite l'organe en cire dans un sanctuaire pour invoquer le divin et soulager la souffrance du patient. Ils fabriquaient une bougie en forme de membre et la brûlaient dans un sanctuaire pour les patients souffrant de problèmes de bras ou de jambes, comme la gangrène. Même si ce n'était pas rare, alors voir son barbier brûler une effigie en cire de ses genoux suggère qu'il faut en changer ou changer de genou. Les barbiers étaient aussi dentistes au Moyen-Âge, car toute personne utilisant des instruments pointus était vue comme praticien généraliste. Comme leurs compétences médicales, certaines de leurs techniques dentaires étaient à la fois modernes et très primitives. D'abord, le barbier nettoyait vos dents avec des cure-dents et du tissu. D'accord, jusqu'ici tout va bien, mais pour blanchir les dents, le barbier utilisait quelque chose appelé aqua fortis ou eau forte. C'est un bon nom, ça sonne puissant.
Cependant, l'aquafortis était en réalité de l'acide nitrique hautement corrosif qui nettoiera vos dents selon une définition généreuse du mot « nettoyer ». En fait, cela accomplissait bien la tâche pour laquelle il était utilisé. Un historien affirme que les dents étaient réputées nettement plus blanches après, mais seulement parce que l'acide rongeait l'émail, détruisant essentiellement la dent de l'extérieur vers l'intérieur. Entre le bain de bouche acide et le shampoing à l'urine, on se dit qu'il ne faudrait rien confier aux barbiers médiévaux. Pendant une longue période au Moyen-Âge, les barbiers, pour une raison quelconque, ne recevaient pas le même niveau de respect que les moines médecins diplômés de l'université. On se demande bien pourquoi. Les médecins et chirurgiens de l'époque refusaient souvent de pratiquer la saignée, l'extraction de calculs rénaux ou l'arrachage de dents. De plus, le pape avait carrément interdit aux médecins de pratiquer certaines interventions comme la saignée. Cela signifiait que les barbiers étaient souvent chargés des tâches ingrates et désagréables. De plus, on faisait appel aux barbiers pour effectuer le travail sanglant de la dissection, tandis qu'un médecin ou un anatomiste les guidait à travers chaque étape, pas à pas. Le médecin André Vézal, qui a vécu de 1514 à 1564, a contribué à bouleverser ce statu quo comme une canette de bière arasée lorsqu'il a argumenté. Lors de sa seconde conférence d'anatomie, il affirma que l'anatomiste devait effectuer lui-même le travail. Vézal prit le scalpel du barbier et ne fit jamais marche arrière. Vézal était un homme d'action qui agissait selon ses convictions. Il a même volé des cadavres de criminels exécutés pour s'entraîner. Ce travail paraît bien peu agréable. Je crois que je connais quelques barbiers qui pourraient t'aider avec ça. George Washington, le premier président des États-Unis, est mort le 14 décembre 1799. Alors que la nation était en deuil, un médecin refusa d'accepter la situation et élabora un plan pour ramener George Washington à la vie. Dans ma création. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment un médecin a tenté de ressusciter George Washington d'entre les morts. Le 13 décembre 1799, George Washington a traversé à cheval la pluie glacée, la neige et la grêle. Washington, pressé de rentrer dîner et n'aimant pas être en retard, n'a même pas pris le temps de quitter ses vêtements mouillés. Washington est peut-être arrivé à table à l'heure, mais il a payé un lourd tribut pour sa ponctualité. Plus tard dans la nuit, l'ancien président s'est réveillé en se tenant la poitrine, incapable de respirer. Sa femme, Martha, a appelé à l'aide avec panique, et l'aide de camp principal de Washington, le colonel Tobias Lear, s'est précipité pour chercher un médecin. Deux hommes, le docteur James Craik, qui avait soigné Washington pendant plus de 40 ans, et George Rawlins, un expert dans l'art de la saignée, ont répondu à l'appel. Tous deux sont venus à la maison et ont soigné le président souffrant toute la nuit. Le colonel Lear, quant à lui, a donné à Washington un tonique à base de mélasse, de beurre et de vinaigre. Si vous vous demandez si ce délicieux robitussin colonial a aidé la situation, ce n'est pas le cas. En fait, il a failli étouffer le président. Rawlins prélevait du sang toutes les quelques heures pour réduire la fièvre du président. Au crépuscule du 14 décembre, Rawlins, apparemment désireux de devenir un vampire, avait retiré près de 40% du sang de Washington. Tout cela n'a servi à rien. George Washington est mort peu après 22 heures, le 14 décembre 1799, d'une combinaison d'une infection virale et des traitements de saignée. Le docteur William Thornton s'est rendu en urgence à Mount Vernon pour sauver le président. Spécialiste des trachéotomies, qui étaient des interventions chirurgicales dangereuses au XVIIIe siècle, Thornton était convaincu qu'il pouvait soulager les souffrances de Washington. Mais lorsque Thornton est arrivé, il était déjà trop tard. Washington était déjà parti. Thornton a décrit la scène 20 ans plus tard. Il a dit qu'il avait vu Washington étendu, le corps raidi, et qu'il était submergé par la perte de son meilleur ami. Pour la plupart des gens, voir le corps sans vie de leur meilleur ami serait une source de tristesse et de deuil. Mais le docteur Thornton n'était pas comme tout le monde, et il n'était pas encore prêt à abandonner cette partie d'échec éternel aux faucheurs. Poussé par sa fanfaronnade, Thornton croyait qu'il pouvait ramener Washington à la vie. Thornton n'était pas seulement un expert en trachéotomie. Il avait également lu sur l'histoire des transfusions sanguines au XVIIe siècle. Ces expériences, jugées trop dangereuses, furent interdites en France, mais Thornton pensait toujours qu'elles pouvaient marcher. Le mot « fou » est beaucoup utilisé de nos jours.
Il est difficile d'entendre parler d'un médecin qui pense pouvoir ramener les gens d'entre les morts sans penser à un savant fou comme Victor Frankenstein. Mais William Thornton n'était pas fou. En fait, c'était un médecin passionné, formé dans les meilleures écoles de médecine d'Europe, et il était connu pour utiliser des techniques médicales de pointe en 1799. Thornton est né en 1759 aux Antilles, mais il a grandi en Angleterre. Il a étudié la médecine en Écosse et en France, puis s'est installé aux États-Unis où il est devenu citoyen américain. En plus de sa formation de médecin, le Dr Thornton était un architecte amateur. Thornton est surtout connu comme premier architecte ayant remporté le concours pour concevoir le Capitole des États-Unis. Washington lui-même a accordé cet honneur à Thornton en 1793. Le paiement de Thornton était de $500, l'équivalent d'environ $15 000 en 2021. Il a également reçu un terrain à bâtir à Washington, D.C. et l'amitié du premier président des États-Unis. Avant de continuer, revenons à 1492. L'année 1492 a été importante pour plusieurs raisons. Évidemment, il y a tout l'événement de Christophe Colomb devenant le premier Européen à atteindre les Amériques, mais il y a aussi eu la toute première tentative connue de transfusion sanguine. Cela est arrivé lorsque le pape Innocent VIII est tombé dans le coma. Son médecin a recommandé et engagé 3 jeunes garçons pour lui donner leur sang. La technologie permettant d'injecter du sang par voie intraveineuse n'existait pas, donc selon un récit, le médecin a versé le sang dans la bouche du pape. C'est évident, aujourd'hui, cela n'a pas marché. Le pape est mort, et les 3 garçons aussi. Voilà pour le principe de ne pas nuire, docteur. Cependant, les travaux médicaux révolutionnaires de William Harvey dans les années 1620 allaient remettre le sang en mouvement sous les projecteurs. Harvey a montré que le sang circulait dans le corps, rendant possible l'introduction de sang neuf dans les veines. Au XVIIe siècle, les scientifiques avaient également conçu des outils en métal capables d'injecter du sang dans les veines. Cette combinaison de technologies et de théories scientifiques a déclenché une vague d'expériences sur le sang. Les scientifiques de la Royal Society de Londres furent les premiers à tester l'hypothèse de Harvey. Au lieu de tenter une transfusion entre humains, ils ont expérimenté sur des animaux. En 1656, Christopher Wren, célèbre pour avoir conçu la cathédrale Saint-Paul à Londres, a testé la théorie de William Harvey en injectant du vin et de la bière dans les veines d'un chien. Sans surprise, le chien s'est enivré. L'expérience de Christopher Wren a prouvé que les veines transmettaient l'alcool dans tout le corps du chien. Un collègue de Christopher Wren à Oxford, le médecin Richard Lower, a tenté d'injecter d'autres substances comme du lait chaud et du bouillon dans les veines d'un chien. Ces expériences ont eu moins de succès, mais elles ont amené Richard Lower à se demander s'il était possible d'échanger le sang entre 2 chiens. Si le sang était nourrissant, pouvait-il être transféré ? En 1665, Richard Lower a réussi à transfuser du sang d'un chien à un autre. Des scientifiques européens ont mené des expériences de transfusion sanguine entre animaux, s'interrogeant sur les effets possibles sur le receveur. Robert Boyle, célèbre pour ses travaux sur les gaz, a rédigé une liste de questions sur la transfusion. Il se demandait par exemple si un chien féroce auquel on transfusait le sang d'un chien peureux deviendrait plus docile, ou si une transfusion provenant d'un caniche ferait friser le poil d'un chien à poil raide. Les scientifiques se demandaient aussi si une transfusion sanguine était vraiment sûre pour l'humain. Si sang et âme étaient liés, cela pouvait menacer l'âme de quelqu'un. Finalement, le 15 juin 1667, un médecin français, Jean-Baptiste Denis, mit fin à toutes ces questions en réalisant la toute première transfusion sanguine humaine réussie. Jean-Baptiste Denis était déjà un expert en transfusion animale. Il réalisait des transfusions publiques sur les rives de la Seine à Paris pour prouver que la circulation était réelle. Paris. Denis invitait des messieurs, des dames nobles et des gens du peuple alors qu'il transfusait du sang entre des chiens devant un public. Denis a écarté l'utilisation du sang humain, déclarant qu'il était barbare de raccourcir la vie d'un homme pour prolonger celle d'un autre. Il a choisi d'utiliser du sang animal, pensant qu'il était plus pur que le sang humain car les animaux ne buvaient pas d'alcool et ne juraient non pas. En juin 1667, Denis a transfusé du sang d'agneau à un garçon de 16 ans qui souffrait de fièvre. Le médecin a déclaré le garçon guéri. Ensuite, Denis a transfusé un boucher avec du sang d'agneau.
après, le boucher de bonne humeur a abattu l'agneau sur la table d'examen et l'a emporté chez lui pour dîner en signe de gratitude. La transfusion sanguine humaine réussie par Denis a lancé une compétition internationale pour réaliser d'autres transfusions. En novembre 1667, les scientifiques anglais de la Royal Society ont planifié leur propre transfusion entre l'homme et l'animal. Comme sujet, ils ont choisi Arthur Koga, un homme instruit à Cambridge qui était mentalement instable. Il ne parlait qu'en latin et les médecins disaient que son cerveau était un peu trop chaud. Les scientifiques anglais pensaient que la transfusion guérirait Koga de sa maladie mentale, prouvant la supériorité de leur méthode sur la française. Sous la direction de Richard Lower, de nombreux spectateurs ont assisté à la transfusion de Koga. Lower a réussi à transfuser du sang d'agneau à Koga et un mois plus tard, Koga est revenu pour une seconde transfusion. Cependant, lorsque les scientifiques de la Royal Society ont voulu effectuer une troisième transfusion, Koga a refusé. Il déclara que les transfusions l'avaient transformé en mouton et commença à écrire sous le nom de Koga le mouton. Donc, si vous prenez des notes, ils ont soit échoué à guérir sa maladie mentale, soit l'ont transformé en mouton-garou. Donc, transformer un homme en mouton n'a pas été la victoire qu'ils espéraient. Mais le plus grand revers dans la science des transfusions sanguines est vraiment survenu en 1667 avec le meurtre d'Antoine Mauroy. À Paris, Denis a essayé de soigner Mauroy avec du sang de veau, mais lors de sa troisième transfusion, Mauroy a commencé à avoir des convulsions et il est mort. Denis fut ensuite accusé du meurtre de Mauroy et le procès fut tout simplement chaotique. Un voisin a affirmé que la femme de Mauroy, Perrine, l'avait assassiné et la police a trouvé des poudres mystérieuses et mortelles dans sa maison. Un autre voisin a déclaré qu'un médecin mystérieux lui avait proposé de l'argent s'il témoignait que Mauroy était mort pendant la transfusion. Pour mieux comprendre, il faut savoir que beaucoup de médecins étaient opposés à la transfusion. L'un d'eux était un ancien médecin de navire pirate nommé Henri Martin de la Martinière, qui soutenait que les transfusions sanguines mèneraient à l'enlèvement d'enfants et au cannibalisme, ce qui semblait raisonnable à l'époque. Quoi qu'il en soit, Martinière écrivit à Denis en disant « Permettez-moi de vous dire, monsieur, que Satan se révèle à travers votre travail. » Martinière connaissait même personnellement Perrine Mauroy et lui a dit de blâmer Denis pour la mort d'Antoine. Comme nous l'avons dit, c'était chaotique. Finalement, Denis fut déclaré non coupable, mais la transfusion sanguine fut interdite en France en tant que procédure dangereuse. Ainsi, cette longue et sordide histoire de transfusion sanguine entre humains et animaux, de moutons transformés en loups-garous, et les procès pour meurtre nous ramènent au 15 décembre 1799, lorsque William Thornton regarda le corps gelé et sans vie de George Washington. Thornton croyait qu'il pouvait ranimer Washington même après l'apparition de la rigidité cadavérique en combinant chaleur, air et sang. Comme dans Ligne mortelle avec Thornton en Kiefer Sutherland, il demanda de l'eau froide pour réchauffer lentement le corps du président. Il comptait envelopper le corps dans des couvertures et par friction lui rendre progressivement de la chaleur. Thornton pensait que cela réchaufferait les vaisseaux sanguins du président. Une fois le corps réchauffé, il pratiquerait une trachéotomie. Cette procédure était assez risquée au XVIIIe siècle, puisque la stérilisation et les antibiotiques étaient encore loin d'exister, mais elle comporterait moins de risques si elle était pratiquée sur quelqu'un qui n'était plus en vie. Thornton insufflerait de l'air dans les poumons de George Washington pour simuler la respiration, puis utiliserait du sang d'agneau pour tenter de raviver sa force vitale. Thornton, ayant probablement lu l'article sur la transfusion d'Arthur Koga dans le journal de la Royal Society, pensait que si la folie se guérissait, on pouvait aussi réanimer un humain. Il a peut-être raté le passage où Koga croyait s'être transformé en mouton. Le projet de Thornton pour ramener le président a vite été arrêté, la famille Washington s'y opposant. Au lieu de discuter avec Thornton sur la résurrection du président, ils ont estimé qu'il valait mieux préserver l'intégrité de son héritage. Comme quelqu'un qui était parti, plein d'honneur et de renommée, libre des faiblesses de l'âge, jouissant pleinement de toutes ses facultés et prêt pour l'éternité. En bref, la mort valait mieux qu'un président George façon Frankenstein ressuscité avec du sang d'agneau. Thornton n'était pas d'accord. Même 2 décennies plus tard, il écrivit « Il n'y avait aucun doute dans mon esprit que son retour à la vie était possible. Comme l'a dit un jour le grand Wayne Gretzky, vous manquez 100% des tirs que vous ne tentez pas.
En tant qu'espèce, les humains n'ont pas le meilleur bilan lorsqu'il s'agit de trouver des solutions aux problèmes graves liés au cerveau. Et les soins de santé mentale, en tant que concept, sont encore relativement nouveaux. Pourtant, il pourrait vous surprendre d'apprendre que enfoncer une aiguille dans votre crâne était autrefois un traitement largement accepté. Ce qui est un peu moins surprenant, c'est que ce traitement fonctionnait rarement comme prévu et laissait la plupart des patients avec des lésions cérébrales irréparables. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur certaines des histoires les plus sombres de lobotomie, avant et après dans l'histoire. D'accord, ça ne fera mal qu'une seconde, je pense. Tout au long de l'histoire de la médecine, il y a eu peu de pratiques chirurgicales plus barbares et cruelles, mais parfois étonnamment utiles, que la lobotomie. Des enfants de politiciens et de lords anglais aux chanteurs en voie de célébrité avant d'être touchés par la maladie mentale, de nombreux patients célèbres ont subi une lobotomie. La personnalité, la mémoire et le QI des patients lobotomisés avant et après l'opération varient énormément. Et les médecins ne sont toujours pas en mesure de comprendre pleinement les détails spécifiques de cette intervention extravagante. Né en 1928, le comte de Galloway était un enfant légèrement excentrique qui a finalement été diagnostiqué schizophrène. Lorsqu'il a eu 23 ans, ses parents ont emmené le comte, qui ne se doutait de rien, dans un hôpital à Londres où il a subi une lobotomie. Après l'opération, Stuart a passé les 15 années suivantes dans l'aile psychiatrique du Crichton Royal Infirmary. Puis, en 1970, ses parents l'ont placé au monastère de la Transfiguration à Rosslyn. On dirait bien que la procédure n'a pas vraiment été utile. Après avoir quitté le monastère et épousé une roturière, vendeuse de son état, Stuart a déclaré « Je n'ai plus jamais été le même », en évoquant la lobotomie. Beaucoup ont douté de sa capacité à vivre après l'opération. Même si cela a soulagé certains symptômes graves, l'intervention a rendu le comte totalement incapable de vivre seul, sans l'aide des institutions ou de sa future épouse. À l'âge de 12 ans, Howard Duley était décrit comme défiant et d'apparence sauvage. Les notes de son médecin à l'époque montrent un préadolescent avec des problèmes de santé mentale, cherchant à tester ses limites avec son père et sa belle-mère. D'après les notes du docteur Walter Freeman, il ne réagit ni à l'amour ni à la punition. Il a aussi écrit que Howard refusait souvent d'aller se coucher, rêvassait sans cesse et allumait la lumière même en plein jour. Bref, c'était un garçon de 12 ans. En décembre 1960, le docteur Freeman a pratiqué une lobotomie sur Howard Duley, et toute sa nature a semblé changer. La belle-mère de Duley a remarqué qu'il restait assis tranquillement, souriant la plupart du temps sans rien dire. Cela ressemble moins à du calme qu'à quelque chose de troublant. Duley a mis des décennies à comprendre ce qui lui était arrivé et souffre toujours de perte de mémoire, avec l'impression qu'il lui manque quelque chose. En repensant à son expérience, il a déclaré « L'opération de Walter Freeman devait soulager la souffrance. Pour moi, ce fut l'inverse. » Difficile à croire, mais toutes les lobotomies n'ont pas été des échecs. Selon Patricia Mowen, après 13 ans de mariage avec son mari, elle s'est soudainement mise à pleurer constamment en 1962 à l'âge de 36 ans. Elle a déclaré à NPR « J'étais mentalement mal ». Un soir seule chez elle, elle a avalé une bouteille entière de comprimés pour tenter de soulager sa souffrance. C'est alors que le docteur Walter Freeman, oui, il est de retour, lui a suggéré de subir une lobotomie, même s'il l'a averti qu'il y avait une possibilité qu'elle devienne catatonique. Selon Patricia, même sans souvenir de l'opération ni de l'hôpital, elle s'est sentie différente après que le docteur lui a tripoté le cerveau. Elle a déclaré plus tard « J'étais une personne plus libre après l'opération. Simplement, je ne me préoccupais plus autant des choses, je suis rentrée chez moi et j'ai recommencé à vivre. » Elle a expliqué que la lobotomie lui avait permis de reprendre la cuisine, les courses et de gérer la maison, estimant cela suffisant comme succès. En 1944, Jenny Polarski a été admise dans un établissement psychiatrique d'État appelé l'Hôpital d'État de Manteno à Manteno, dans l'Illinois, après qu'elle et ses parents se soient disputés au sujet de l'endroit où elle vivrait après l'université. Lorsqu'elle a été admise dans l'établissement, un médecin l'a décrite comme soignée, propre, ordonnée, extrêmement calme mais amicale et agréable, coopérative dans le service et la routine. Il a même noté qu'il n'y avait aucun signe de pathologie active. Pour une raison inconnue, au lieu de laisser Jenny sortir sous sa propre responsabilité,
le personnel de l'hôpital lui a fait subir une hydrothérapie, la plongeant à plusieurs reprises dans de l'eau glacée puis la ressortant. Après cela, elle a demandé « La vie est-elle une farce ?» Si vous en êtes à vous poser cette question, la réponse est généralement oui. En mai 1953, Jenny avait subi 187 électrochocs, soit environ 2 par semaine. Et le 18 février 1955, elle a subi une neurochirurgie lourde avec extirpation bilatérale de la majeure partie des lobes frontaux et temporaux. C'est la façon scientifique enjolivée de dire qu'elle a été lobotomisée. Cette opération inutile a laissé Jenny muette et totalement dépendante des ordres pour fonctionner, que ce soit pour aller aux toilettes ou pour toute autre chose. Rien de tout cela n'a été signalé à qui que ce soit, et pendant les 45 années suivantes, elle a été ballottée entre des maisons de retraite et des services psychiatriques jusqu'à son décès en 1998 à l'âge de 79 ans. Dans les années 1980, le groupe punk Reagan Youth a joué une forme intense et politiquement engagée de hardcore. Cela parvenait à trouver l'équilibre entre des hymnes enflammés pour le Circle Pit et des critiques incisives de la scène punk raciste qui bouillonnait tout au long de la décennie. Malheureusement, le chanteur du groupe, Dave Rubenstein, mieux connu des fans sous le nom de Dave Insurgent, avait un grave problème de dépendance et s'est également retrouvé dans une bagarre qui lui a causé une blessure à la tête. Les médecins lui ont dit qu'il devait subir une lobotomie pour guérir. Après l'opération, Rubenstein s'est rétabli, mais n'a jamais retrouvé l'intellectuel punk rock qu'il était en tant que leader de Reagan Youth. Il a arrêté de chanter avec le groupe et s'est complètement plongé dans sa dépendance. Et dans un dernier rebondissement à la fois étrange et tragique, la petite amie de Rubenstein, Tiffany Bresciani, a été tuée par le tueur en série Joel Rifkin. Moins d'une semaine plus tard, sa mère a été mortellement fauchée par une voiture conduite par son père et Rubenstein s'est suicidé peu de temps après. Au milieu du XXe siècle, un jeune homme seulement connu par ses initiales a été percuté par un cycliste et s'est fracturé le crâne. Après cette blessure, il a eu des crises durant environ 40 secondes chacune. Il a consulté le docteur William Scoville, un homme qui expérimentait des lobotomies partielles, lesquelles éliminaient moins de tissus et permettaient supposément aux patients de conserver leur personnalité d'origine. Le 1er septembre 1953, Scoville utilisa une scie à manivelle provenant d'une quincaillerie locale pour retirer l'équivalent d'un bouchon de bouteille d'os au-dessus de chacun des yeux de H.M. Il a ensuite retiré des parties clés du cerveau de H.M. Après l'opération, il ne souffrait plus que d'environ 2 crises par an, ce qui représentait une nette amélioration, et son QI passa de 104 à 117, mais il était incapable de former de nouveaux souvenirs. Il a été obligé de retourner vivre chez ses parents où il effectuait des petits boulots, malgré le fait qu'il devait demander plusieurs fois ce qu'il était en train de faire. Plus tard, on a découvert qu'à cause de la perte de son hippocampe, le cerveau de H.M. percevait le temps différemment. Selon Samkin, 5 minutes ne duraient subjectivement que 40 secondes pour lui, 1 heure durait 3 minutes, une journée 15 minutes. Pour être juste envers le docteur Scoville, certains paieraient cher pour vivre cette expérience. Il est décédé à 82 ans d'une insuffisance respiratoire dans un établissement de soins et son cerveau a été retiré pour étude juste après. Le cerveau de H.M. a été découpé en 2401 tranches, chacune montée sur une lame de verre et photographiée avec un grossissement de 22 fois afin de créer une carte numérique zoomable jusqu'au niveau des neurones individuels. Rose Williams, la sœur aînée du célèbre dramaturge Tennessee Williams, souffrait de schizophrénie et était décrite par son frère comme l'une des personnes les plus douces et authentiques qu'il ait jamais connues. Dans ses mémoires, Williams remarque que Rose parlait avec une animation presque hystérique lors de ses rendez-vous, ce qui déconcertait la plupart des jeunes hommes. Apparemment, elle était membre du ministère des démarches ridicules. En 1926, Rose a écrit une lettre à sa grand-mère décrivant sa dépression. « Je ne sais pas ce qui n'allait pas, mais j'étais si nerveuse que je ne pouvais pas tenir mon verre pour prendre mon médicament. » Elle a ajouté avoir passé la journée au lit et peiné à suivre un cours de musique à cause de son anxiété extrême, déclarant « Ça me rend très nerveuse ». En 1943, Rose commençait à avoir des accès de colère pendant ses épisodes maniaques et accepta de subir une lobotomie frontale. L'opération a techniquement soulagé son anxiété dans la mesure où elle semblait la réduire à un état presque catatonique. Elle est restée internée, bien que dans un établissement relativement chic grâce à la fortune de son frère.
Dans une lettre écrite après l'opération à Tennessee, elle disait « Je veux un peu de café noir, de la glace sur une barre chocolatée, une bonne photo de toi, ta sœur dévouée, XXX Rose. PS, envoie-moi $1 pour une glace. » Lorsque Rosemary Kennedy est née, la communauté médicale était encore loin de comprendre la dyslexie et d'autres troubles de l'apprentissage. La petite sœur de John F. Kennedy, Rosemary, était incomprise par ses parents qui avaient eu du mal à composer avec ses capacités cognitives limitées. Elle avait souvent des crises de colère agressive quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Son père, Joe Kennedy, a consulté le département de psychologie de l'université Harvard où des médecins ont évalué Rosemary et ont conclu qu'elle était atteinte d'un retard de développement. Son père a donné son consentement pour que sa fille subisse une lobotomie frontale alors qu'elle avait 23 ans. Il a été allégué que Kennedy craignait que sa fille ne l'embarrasse, lui et son fils. Vous savez, celui qui est devenu président et que cela nuise à leur chance en politique. En novembre 1941, le docteur Walter Freeman a pratiqué l'opération avec le docteur James Watts et ils ont découpé le lobe frontal de la jeune femme jusqu'à ce que le côté gauche de son corps soit partiellement paralysé. Après l'opération, Rosemary a été envoyée dans un hôpital psychiatrique où elle a dû réapprendre à se brosser les dents, marcher et s'habiller seule. La jeune femme pétillante et parfois d'une colère volcanique a été réduite à l'ombre d'elle-même, incapable de parler. En 2018, le magazine People a publié des lettres inédites de Rosemary, écrites avant qu'elle ne soit lobotomisée. Les lettres étaient adressées à sa gardienne, Dorothy Smythe, une Irlandaise qui s'est occupée de Rosemary pendant un mois lorsqu'elle avait 20 ans. Rosemary racontait ses aventures européennes à Smith et finissait ses lettres par « Meilleurs vœux et tout mon amour de ta chère petite chérie ». Son opération reste l'une des histoires de lobotomie les plus tristement célèbres et a probablement contribué à ce que cette procédure extrême tombe en grande partie en désuétude dans les années 1970, ce qui semble encore bien trop tard. Aujourd'hui, la chirurgie esthétique est aujourd'hui presque aussi simple et sûre qu'un repas de fast-food, mais cela n'a pas toujours été ainsi. La première chirurgie esthétique moderne répertoriée a été réalisée pendant la Première Guerre mondiale, une procédure fantastique et dangereuse qui a failli tuer l'homme sur la table d'opération. Alors, aujourd'hui, nous révélons l'histoire méconnue de la première chirurgie esthétique de l'histoire. Pour l'instant, il nous faut 50 cc d'histoire chirurgicale. Tout de suite. Walter Ernest O'Neill. Yo a eu la chance d'avoir 3 noms de famille et est né en 1890 à Plymouth, dans le Devon. Moins d'un an après la naissance de Yo, le navire de son père, le HMS Serpent, a coulé après s'être écrasé contre des rochers à Punta Bay. Des 3 survivants du naufrage, le quartier-maître Francis Yo n'en faisait pas partie. En grandissant, Walter, ses sœurs et sa mère géraient seuls la maison dans le sud-ouest de l'Angleterre. Pour subvenir à ses besoins de mère célibataire, Rhonda Sarah Yo était brasseuse de bière au Royal William Yard. Nous espérons qu'elle n'était pas l'une de ces micro-brasseuses qui n'arrêtent pas de parler de leur IPA maison et de la façon dont elles pensent avoir enfin trouvé le bon dosage de houblon. Qu'elle l'ait été ou non, la vie n'était pas vraiment rose pour la famille Yo. C'était une période tumultueuse au tournant du siècle, menant à la Première Guerre mondiale. Mais même à son jeune âge, Walter Yo avait un amour profond pour son pays et pour la haute mer. À 12 ans, alors que la plupart des enfants collectionnent des cartes Pokémon, ou dans le cas de sa génération, poussaient un cerceau avec un bâton, Walter a rejoint la Royal Navy. Il a été promu officier marinier et a occupé ce poste jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il servait sur le cuirassé HMS Warspite de la classe Queen Elizabeth, un nom impressionnant pour un navire victorieux de nombreuses batailles, dont la célèbre bataille du Jutland qui allait bouleverser la vie de Yo. Pendant la bataille du Jutland, Yeo a été blessé alors qu'il servait les canons. Avec le bombardement constant d'obus frappant le Warspite, il y avait forcément des victimes, et le visage de Yeo en faisait partie. La moitié supérieure de son visage a subi de graves brûlures, perdant complètement ses paupières supérieures et inférieures, ce qui l'empêchait de cligner des yeux, mais lui a offert une maîtrise du contact visuel, essentielle en entretien d'embauche. Nous essayons de rester positifs. Étant donné la mauvaise documentation des années 1910, on ignore dans quel hôpital il a d'abord été admis. Cependant, il a finalement été amené à l'hôpital de Plymouth pour attendre de meilleures conditions d'accueil dans le très convoité hôpital Queen Mary. La mauvaise nouvelle, c'est que l'attente a finalement duré 15 mois, mais la bonne, c'est que les résultats de l'hôpital Queen Mary en valèrent la peine.
À son arrivée à l'hôpital Queen Mary, le cas de Yeo a attiré l'attention du médecin Sir Harold Gillies. Gillies, médecin célèbre, avait inventé une technique pour greffer la peau de zones saines sur des parties endommagées. Mais la situation de Yeo était unique et ce n'était pas forcément une partie de plaisir. Gillies a d'abord remarqué que la grave défiguration de Yeo entraînait un tissu cicatriciel cireux sur son front et son nez. Le bon docteur a décidé que ce serait un processus long et ardu et il a ouvert un service spécial à l'hôpital conçu spécifiquement pour traiter les blessures faciales graves. Yeo a été le premier patient admis, entrant ainsi dans l'histoire. La méthode utilisée pour aider Yeo à retrouver son visage était à la fois incroyablement ingénieuse et absolument terrifiante. La peau et les tissus mous sont déplacés d'une partie du corps et attachés à une zone où la peau et la chair doivent repousser. Le lambeau de peau ainsi obtenu est appelé un lambeau tubulé. Les extrémités de la peau doivent être fixées pour laisser circuler le sang jusqu'à ce qu'une puisse être coupée et rapprochée. Petit à petit, la peau remplacée se rapproche de plus en plus jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment saine pour survivre seule. Pour le début du 20e siècle, ce procédé est tout simplement magique. Même si tout cela semble bien sur le papier, cela a obligé Gillies à opérer dans des circonstances totalement uniques, reconstruisant essentiellement une grande partie du visage de Yeo au passage. Il existe de nombreux types de masques, en porcelaine, en bois, en caoutchouc, etc. Dans le cas de Walter Yeo et de Leatherface en particulier, les masques peuvent être faits de chair humaine. Pour créer un nouveau visage, Gillies a dû faire preuve d'une grande créativité. D'abord, une peau saine a été prélevée sur des zones intactes de Yeo et fixée avec des tubes de chair pour assurer la circulation sanguine. Cela nécessitait de tracer la greffe, de la découper parfaitement, de faire des fentes pour les paupières, puis de poser le tout sur ce qui était autrefois le visage de Yeo. Rien de plus simple. Cette étape de la reconstruction faciale fut l'une des plus difficiles. Durant plusieurs semaines, Yeo devant rester totalement immobile pendant toute cette période. C'était avant que les cabinets médicaux aient la télévision avec Netflix. Je n'ose imaginer. Quand on parle du masque facial de Yeo, il ne s'agit pas d'un masque qui se pose confortablement sur une peau abîmée. Pour que l'opération soit considérée comme un succès, Gillies avait besoin que la peau se soude au visage de Yeo. Cela signifiait qu'une partie de la peau du visage devait être retirée. Aïe! La peau autour de la blessure, cicatrisée et cireuse comme tout tissu cicatriciel, devait être retirée pour permettre le développement de la nouvelle peau. Yeo a été anesthésié, ce qui à l'époque pouvait simplement consister en une clé d'étranglement bien placée, et la peau endommagée a été retirée de force. La régénération de nouvelles paupières, joues, sourcils et d'un nez avait commencé. Écoutez, on ne va pas faire semblant que tout était parfait, avec une chirurgie esthétique majeure réalisée à peu près au tournant du siècle. Cette procédure délicate, bien qu'innovante et potentiellement capable de changer une vie, ne s'est pas entièrement déroulée comme prévu. 5 jours après sa première opération, Yeo a développé une infection assez grave qui a nécessité une intervention chirurgicale. Bien que Yeo n'ait pas été gravement touché par la première infection, une seconde infection après la pose du masque a été bien plus grave pour le pauvre Yeo. Des interventions chirurgicales lourdes ont été utilisées pour sauver Yeo, alors que, selon les mots de Gillies, sa chair et sa peau flottaient dans le pus. À son crédit, cependant, Gillies et son équipe de médecins ont réussi à sauver Yeo et le masque. Réparer un visage humain détruit n'est pas quelque chose que l'on peut expédier comme une équipe de stand de NASCAR, même pas avec la médecine moderne. Bien que Yeo ait été blessé à l'origine en mai 1916, la première opération n'a eu lieu qu'en novembre de l'année suivante, puis en janvier 1918. Les tubes qui maintenaient le masque à son visage ont enfin été retirés, mais les opérations étaient loin d'être finies. Des retouches mineures, telles que découpe de peau et ajustements, ont été faites pour l'esthétique. Le résultat semblait presque normal, ou du moins s'en rapprochait autant que possible. En juillet 1919, Yeo était apte à quitter l'hôpital, 3 ans après sa blessure et 2 ans après le début des opérations. Bien que la première intervention sur Yeo ait été un succès, cela ne signifiait pas qu'il était complètement hors de danger. La reconstruction d'un nouveau visage entraîne divers problèmes lors de la récupération. Les dossiers montrent que Yeo a subi d'autres opérations liées à sa chirurgie de reconstruction en août 1921, avec des notes indiquant que son état s'était amélioré, mais restait grave. Il est resté 4 mois à l'hôpital avant d'être autorisé à sortir. En 1938, une visite à l'hôpital de la Royal Navy a permis de soigner un ulcère cornéen dont Yeo souffrait.
Mais ensuite, on sait peu sur sa santé jusqu'à son décès. Après avoir survécu à un événement traumatisant, peu d'entre nous seraient prêts à retourner sur les lieux du crime pour tenter à nouveau le destin. Mais Yeo avait un nouveau visage et un engagement fort envers son service. En 1919, après que son opération ait été déclarée réussie, Walter Yeo a de nouveau été autorisé à reprendre du service actif. Il est vite revenu dans la marine comme officier marinier, grade qu'il gardera jusqu'à la fin de sa carrière. On ignore presque tout du reste du temps de Yeo dans la Royal Navy, mais espérons qu'il n'y a pas eu d'autres explosions au visage. Quelle serait la probabilité que cela se reproduise? Bien que la première tentative de cette procédure n'ait pas été sans problème, dans l'ensemble, elle a été révolutionnaire dans le domaine de la chirurgie reconstructive. Le succès de l'opération a permis à Gilly d'accélérer son service de reconstruction faciale, utilisant cette méthode pour soigner d'autres blessures de guerre. Chaque nouvelle opération améliorait la connaissance médicale sur la greffe de tissu. En 1917, le service de Gilly comptait plus de 1000 lits visant non seulement une solution médicale, mais aussi une nette amélioration de la qualité de vie des victimes. Avec plus de 11 000 opérations sur 5 000 hommes, la chirurgie plastique moderne repose en grande partie sur ces interventions pionnières, initiées par Walter Yeo. Et Yeo, l'homme au visage neuf et éclatant? Vous serez heureux d'apprendre qu'il a eu une vie épanouissante après sa blessure. Il avait épousé Ada Edwards en 1914, quelques années avant l'accident tristement célèbre, et eu 2 enfants. Lillian Evelyn Yeo est née en 1914, à l'époque où Yeo avait encore son visage d'origine, et sa seconde fille, Doreen Y. Yeo, est née en 1919, après que ses opérations aient été terminées et que son nouveau visage ait été en place. Yeo a passé toute sa vie à Plymouth et n'a quitté la maison que pour le service naval. Il est mort en 1960 à 70 ans. Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur la vie de cet homme, son héritage dans le domaine de la médecine perdurera. La chirurgie qui a transformé son visage a amélioré la vie de nombreux autres et ouvert la voie à la chirurgie esthétique moderne. Il a également inspiré certains personnages ennemis dans le jeu vidéo BioShock, ce qui est un peu moins significatif. Pendant ce temps, la recherche de membres de la famille de Yeo qui pourraient apporter plus d'éclaircissements sur sa vie extraordinaire se poursuit encore aujourd'hui. La lobotomie, l'une des pratiques de santé mentale les plus épouvantables et douteuses du XXe siècle. Sa popularité, sa persistance, ses bénéfices discutables et ses préjudices indéniables sont en grande partie l'héritage d'un seul homme, Walter Jackson Freeman II. Figure médicale parmi les plus infâmes du siècle dernier, Freeman n'a pas seulement prôné la lobotomie, il a aussi modifié la procédure pour pouvoir la réaliser partout, à tout moment, avec un simple ustensile de cuisine. Aujourd'hui, dans Weird History, nous abordons Walter Freeman et la lobotomie. Freeman est devenu le porte-parole le plus célèbre des lobotomies, mais il n'a pas inventé les concepts ou la procédure. Cet honneur revient au neurologue portugais Antonio Egas Moniz, qui a mis au point la leucotomie, consistant à percer des trous dans le crâne d'un patient pour extraire des morceaux des lobes frontaux du cerveau. Il disait que cela diminuait durablement les comportements violents, maniaques et psychotiques. Son affirmation a convaincu assez de personnes influentes pour que Moniz reçoive plus tard le prix Nobel, une récompense déjà contestée à l'époque et encore plus aujourd'hui. En 1935, Freeman et Moniz se sont rencontrés par hasard lors d'une conférence de neurologie à Londres. Freeman a été inspiré par Moniz, qualifiant son travail de brillamment conçu et dont l'importance ne saurait être surestimée. Il considérait son nouvel ami comme un véritable génie. Ils ont vite créé un club d'admiration mutuelle, Moniz devenant le mentor et modèle de Freeman. Ce fut un coup de foudre professionnel. Freeman était intrigué par l'approche de Moniz, car elle semblait réussir là où lui-même n'avait trouvé que l'échec. Freeman, animé d'une ambition sans relâche, avait passé des années à étudier l'origine organique des maladies mentales, mais malgré tous ses efforts, il n'obtint aucun résultat. Moniz pensait que les troubles mentaux venaient du câblage cérébral. Il croyait qu'en le sectionnant, on pouvait supprimer ces troubles. Du moins, c'était la théorie, et ce n'était rien de plus qu'une théorie. La communauté médicale de l'époque n'était pas entièrement convaincue par cette théorie, mais Moniz, lui, était sûr de son approche, voire carrément arrogant. Nous ne savons pas vraiment comment Moniz justifiait toutes ces grandes déclarations, car ces données étaient ce que nous appellerions aujourd'hui fragiles. Le 14 septembre 1936,
La première lobotomie préfrontale mise au point par Moniz a été réalisée aux États-Unis à l'hôpital universitaire George Washington. C'était moins d'1 an après la première intervention de Moniz à Lisbonne et moins de 7 mois après son dernier essai. Walter Freeman n'a pas réalisé la première lobotomie aux États-Unis, n'ayant jamais eu de licence de chirurgie. Il était neurologue, formé uniquement pour traiter les maladies du système nerveux. Freeman a donc été obligé de s'associer à son ami, le neurochirurgien James W. Watts. Ils ont mené cette première intervention sur Alice Hood Amott, femme au foyer de 63 ans de Topeka, Kansas. Amott souffrait à la fois d'insomnie et de ce que nous appellerions aujourd'hui un trouble bipolaire mixte. Freeman a guidé les mains de Watts pendant l'opération. Cela a été considéré comme un succès, du moins par le mari d'Alice, qui affirmait que les 5 dernières années de la vie d'Alice avaient été les plus heureuses qu'il l'ait jamais vues. Nous n'avons trouvé aucune preuve que quelqu'un ait demandé à Alice ce qu'elle en pensait. Freeman et Watts voulaient se faire un nom après la première lobotomie aux États-Unis. Ils ont adapté la technique de Moniz, l'appelant lobotomie préfrontale standard Freeman-Watts, ou plus familièrement technique Freeman-Watts, ou méthode de précision. Précision, ça sonne bien. Cette procédure doit être formidable. Freeman et Watts étaient absorbés par leur nouvelle procédure. En 1942, ils avaient réalisé plus de 200 lobotomies et affirmaient que 63% de leurs patients s'étaient améliorés, 24% étaient restés inchangés et 14% avaient empiré. Freeman était agité et insatisfait. Malgré la nouvelle procédure, la lobotomie préfrontale Freeman-Watts exigeait encore de percer le crâne du patient. L'opération exigeait une salle, une anesthésie et des neurochirurgiens qualifiés. Cela freinait l'adoption de leur procédure car la majorité des candidats étaient dans des hôpitaux psychiatriques dépourvus de salles d'opération, de chirurgiens, d'anesthésie et de budget. L'opération restait inaccessible à ceux qui en avaient le plus besoin. Freeman cherchait une nouvelle procédure praticable en divers lieux, sans chirurgien. Cela permettrait de traiter plus de patients. Et puisque Freeman n'était pas chirurgien, cela lui permettrait aussi de réaliser la procédure lui-même, à sa guise, où il le souhaitait. Quelle coïncidence! Dans sa recherche d'une procédure améliorée, Freeman s'est inspiré du psychiatre italien Amaro Fiamberti, qui pratiquait les lobotomies en enfonçant un tube fin dans le cerveau d'un patient par l'orbite de l'œil. Fiamberti injectait de l'alcool ou du formol à travers le tube pour dissoudre le tissu cérébral, accomplissant chimiquement ce que les lobotomies traditionnelles réalisaient mécaniquement. Freeman était fasciné par la méthode innovante de Fiamberti pour accéder au cerveau sans percer le crâne. En 1945, Freeman commença à expérimenter sur des cadavres afin de trouver un moyen pratique d'accéder mécaniquement au lobe frontal du cerveau par les orbites. Pour sa méthode, il utilisa un outil trouvé dans sa cuisine, un pic à glace. La lobotomie au pic à glace de Freeman fut appelée lobotomie transorbitale car elle atteignait le cerveau par les os de l'orbite oculaire. Cela nécessitait d'utiliser un long instrument métallique fin, appelé pince orbitale, ou leucotome, à glisser sous la paupière jusqu'à ce qu'il bute contre le haut de l'orbite. Ensuite, Freeman utilisait un maillet pour enfoncer le pic à glace à travers l'os jusqu'au cerveau, puis l'avancer encore de 5 cm dans le tissu cérébral. Une fois en place, il tournait doucement le pic selon un schéma précis, puis utilisait le maillet pour l'enfoncer encore de 2 cm dans le cerveau avant de le manipuler selon un autre schéma. Ensuite, s'il le jugeait nécessaire, il poussait le manche du pic à glace pour inciser profondément la fissure interhémisphérique centrale du cerveau. Ensuite, il retirait soigneusement le pic à glace, l'essuyait, puis répétait la procédure à travers l'autre œil du patient. Cela peut sembler ressembler à une sorte de danse du hockey-pockey avec le cortex cérébral de quelqu'un, mais il y avait une logique derrière tout cela. La profondeur des poussées et les mouvements de pivot visaient à lacérer la matière fibreuse reliant le cortex préfrontal au thalamus. On pensait que si cela était fait, tous vos problèmes seraient résolus. La lobotomie transorbitale de Freeman, moins brutale, corrigeait certaines limites des autres méthodes plus agressives. Pourtant, la plupart des gens refusent l'idée d'un pic à glace dans l'œil. Ainsi, la lobotomie transorbitale de Freeman nécessitait toujours une sédation. Pour cela, Freeman recommandait d'induire l'inconscience par électroconvulsivothérapie. Étant bon marché, rapide et facile, c'était un meilleur choix que l'anesthésie, du moins pour Freeman. En 1946, Freeman a réalisé la première lobotomie transorbitale à Washington, D.C., sur une femme au foyer de 29 ans, dépressive et violente, nommée Sally Ellen Ionesco. La procédure a été un succès et la femme aurait eu une vie assez normale.
Sa fille s'en souviendra plus tard. Avant, elle était absolument violemment suicidaire. Après la lobotomie transorbitale, il n'y avait plus rien. Ça s'est arrêté immédiatement. C'était juste la paix. Donc, quoi qu'il ait fait, il a fait quelque chose de bien. Avec un avis client aussi élogieux, Freeman était plein d'énergie. Cependant, en 1947, Freeman et Watts se sont brouillés. Watts a refusé que Freeman transforme la lobotomie d'une chirurgie réfléchie en une intervention impulsive pratiquée au cabinet. Watts insistait également pour que la lobotomie par pic à glace ne soit jamais pratiquée dans leur cabinet privé et il estimait que les pics à glace étaient mieux utilisés pour casser la glace. Freeman a effectivement cessé d'utiliser leur cabinet privé, mais il a continué à pratiquer la procédure dans des lieux en dehors de leur espace commun. Il pratiquait ses interventions partout où il le pouvait, dans des hôpitaux, des institutions, voire des chambres d'hôtel. Le partenariat entre Freeman et Watts s'est détérioré et a finalement pris fin en 1950. Watts n'était pas le seul à s'inquiéter. Bien que la lobotomie transorbitale de Freeman dérive de celle de Moniz, Freeman et son mentor divergeaient sur la façon de les pratiquer. Moniz insistait sur le fait qu'une lobotomie n'était appropriée que lorsque tous les autres traitements avaient échoué. Mais Freeman avait recours à sa procédure beaucoup plus facilement. Certains évoquent un excès ou un usage indiscriminé. Une partie du public est aussi sceptique, comme l'a dit l'auteur Norbert Wiener en 1948. La lobotomie préfrontale connaît récemment une certaine vogue, probablement pas sans lien avec le fait qu'elle facilite la prise en charge des patients en institution. Permettez-moi de remarquer en passant que les tuer rend leur prise en charge encore plus facile. Freeman fit de l'adoption de la lobotomie une affaire personnelle et la défendit sans relâche, allant jusqu'à parcourir le pays pour la pratiquer. Il cherchait de nouveaux patients partout, même parmi des personnes qui n'avaient peut-être pas besoin de traitement. Pour rendre sa procédure accessible, Freeman ne demandait que 25 $. Freeman, promoteur au flair théâtral, pratiquait sa procédure médicale avec une canne, un bouc et un chapeau à la mode. Son goût du spectacle dépassait son apparence. Un de ses exploits les plus marquants était de réaliser une lobotomie par les deux yeux en même temps, avec un pic à glace dans chaque main. Cela étonnait tous les professionnels présents dans l'assistance, car c'était le genre de personne qui invitait les gens à le regarder travailler. Alors que lui et sa méthode bénéficiaient de son style sensationnaliste, ses patients en subissaient les conséquences, comme en 1951, lors d'une lobotomie à l'Institut de santé mentale de Cherokee, dans l'Iowa. Freeman s'est arrêté pour poser pour une photo pendant la procédure et a accidentellement enfoncé son instrument trop profondément dans le cerveau du patient qui est mort sur la table. Les comportements de Freeman étaient tape à l'œil et troublants, mais il ignorait l'opinion d'autrui et méprisait les progrès de la science médicale, surtout sur l'hygiène. Freeman avouait ne pas croire aux microbes, il sautait souvent le lavage des mains, ne mettait ni gants ni masque et mâchait du chewing-gum pendant ses interventions. C'est audacieux pour quelqu'un sans formation chirurgicale. Son professionnalisme a vite été remis en question, à juste titre. Pourtant, Freeman persistait à croire qu'il aidait, même quand la science avançait sans lui. Freeman n'était pas seul à promouvoir son nom et sa méthode. Les médias adoraient l'idée d'un génie iconoclaste avec une technique révolutionnaire et simple redonnant espoir à des milliers de personnes. La presse offrait une couverture admirative de l'homme et de sa méthode. Freeman voulait des lobotomies moins invasives et à récupération plus rapide que les précédentes, mais sa nouvelle méthode présentait aussi des risques. Les résultats d'une lobotomie changeaient souvent la vie, mais pas toujours positivement. Beaucoup de patients lobotomisés avaient un état mental diminué et devaient souvent réapprendre à manger ou aller aux toilettes. D'autres perdirent l'usage de leurs membres, restaient comme des enfants ou étaient condamnés à un état végétatif nécessitant des soins constants. Certains, espérant une guérison miraculeuse, n'ont jamais bénéficié car ils n'ont pas survécu. Environ 15% des patients sont décédés après l'intervention. Même avec un traitement efficace, les rechutes étaient bien fréquentes. Les candidats étaient choisis parmi ceux jugés atteints de troubles mentaux selon les normes de l'époque. Cela a conduit à ce que jusqu'à 40% des patients de Freeman lui-même soient des homosexuels cherchant une lobotomie pour changer leur orientation sexuelle. Également parmi ces patients, Freeman a lobotomisé 19 mineurs, dont un enfant de 4 ans. Freeman a convaincu l'administration des anciens combattants d'adopter les lobotomies. Plus de 2000 anciens combattants auraient subi des lobotomies dans la décennie après la Seconde Guerre mondiale pour des problèmes de santé mentale alors mal compris. Freeman a incité le personnel peu qualifié de l'administration des anciens combattants à réaliser davantage de lobotomies et s'occupait aussi de l'élite.
Rosemary Kennedy était la sœur cadette de John F. Kennedy et le troisième enfant de cette famille politiquement ambitieuse. Elle a manqué d'oxygène à la naissance, provoquant des retards de développement et des troubles du comportement. Lorsqu'elle avait 23 ans, son père, Joseph Kennedy Sr., a estimé qu'il n'avait plus d'option pour gérer sa fille et a amené Rosemary chez Freeman. Freeman a pratiqué une lobotomie, laissant Rosemary incapable de marcher ou de parler. Rosemary a été séquestrée par sa famille dans divers établissements pendant les 63 années suivantes jusqu'à sa mort. Face à la brutalité et à l'incertitude de la procédure, on peut se demander pourquoi quelqu'un voudrait une lobotomie. Cependant, dans la première moitié du XXe siècle, il existait très peu de traitements pour les personnes souffrant de graves problèmes de santé mentale, à part les enfermés. De nombreux asiles et hôpitaux psychiatriques étaient surpeuplés, les soignants débordés par des patients incontrôlables. Dans une interview à NPR en 2005, le docteur Elliot Wallenstein, auteur de Grand et désespéré remède, une histoire des lobotomies, a expliqué pourquoi tant voulait tester le remède miracle de Freeman malgré les risques. Il n'existait aucun autre moyen de traiter les personnes atteintes de graves troubles mentaux, les médicaments n'étant pas encore disponibles et les institutions psychiatriques surchargées. Les patients et leurs familles étaient prêts à essayer presque n'importe quoi. Entre 1940 et 1944, 684 lobotomies ont été pratiquées aux États-Unis. Grâce à la promotion intense de Freeman, ces chiffres ont fortement augmenté en fin de décennie. Ironiquement, alors que les lobotomies culminaient aux États-Unis en 1949, le reste du monde commençait à s'en détourner. L'Union soviétique les a interdites en 1950 pour des raisons morales. Les médecins soviétiques ont conclu que la procédure était contraire aux principes de l'humanité et qu'à travers la lobotomie, une personne folle était transformée en idiot. Le Japon et l'Allemagne ont rapidement suivi. Les lobotomies ont diminué dans les années 1950 grâce au développement de médicaments antipsychotiques plus efficaces pour traiter les maladies mentales. Pourtant, aussi efficaces et non invasifs que soient les nouveaux médicaments, Freeman a persisté dans sa pratique de la lobotomie sur les patients jusque dans les années 1960, même lorsque la plupart des grands hôpitaux ont refusé de travailler avec lui. À la fin des années 1970, de nombreux pays et États américains avaient interdit la procédure, qui a disparu dans le monde entier, sauf en France où elle a perduré jusqu'aux années 1980. Au moment où elle est devenue obsolète aux États-Unis, environ 40 000 citoyens avaient subi une lobotomie. En 1967, Freeman a pratiqué une troisième lobotomie transorbitale sur sa patiente de longue date, Helen Mortensen. Ce fut la dernière lobotomie de Freeman, ainsi que celle de Mortensen. Elle est décédée d'une hémorragie cérébrale. Elle fut sa dernière patiente à subir une lobotomie. Freeman prit sa retraite de l'université George Washington et ouvrit un cabinet privé en Californie à l'âge de 57 ans. Il est décédé en 1972 à l'âge de 76 ans. Les ambitions de Freeman étaient sans doute motivées par le souhait d'enrichir l'héritage médical familial. Son père était un otorino-laryngologiste réputé et son grand-père, pionnier de la médecine, fut le premier chirurgien américain à retirer une tumeur au cerveau. Freeman faisait face à de grandes attentes, mais ses actions pouvaient devenir de la compassion. En 1924, après avoir terminé des années d'études à Yale, à l'Université de Pennsylvanie et à travers l'Europe, Freeman obtint un poste de directeur des laboratoires à l'hôpital gouvernemental pour les aliénés à Washington, D.C. C'est là qu'il se familiarisa avec la situation désespérée des malades mentaux. Là-bas, il a vu la souffrance et le désespoir des 5000 patients de l'hôpital, hébergés dans des conditions quasi victoriennes, pris en charge avec seulement $2 par patient et par jour. Leur sort toucha peut-être Freeman et lui révéla une voie pour son ambition. Walter Freeman n'a pas inventé la lobotomie, et il n'était pas le seul à pratiquer cette procédure, mais il a été la figure centrale de sa popularisation grâce à son innovation, son soutien et sa promotion. La lobotomie a aidé certains et en a dévasté ou tué d'autres. Avec nos connaissances médicales actuelles, il est facile de considérer la lobotomie comme une méthode brutale et inefficace face à des problèmes qui n'avaient alors pas d'autre solution acceptable. Il est difficile d'imaginer un monde où les maladies étaient d'eau traitées avec des courants rapides ou des sangsues. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était le cas. La médecine et la compréhension du corps humain évoluent constamment grâce à de nouvelles découvertes quotidiennes. Et assez vite, tu apprends que la cigarette que tu fumais pour calmer tes maux d'estomac te filait en réalité un cancer. Alors aujourd'hui, nous allons examiner certaines des choses horribles qui ont autrefois été utilisées comme médicaments. Les patients disent
la vie. Imagine-toi dans un asile faiblement éclairé où le traitement standard pour toutes les maladies implique un grand bassin d'eau. Le personnel de l'asile pouvait te plonger dans un bassin glacé, puis te ressortir avant de recommencer encore et encore. Pour ceux qui semblaient particulièrement résistants au traitement, les médecins avaient recours à ce qu'on appelait le bain de surprise, qui consistait à placer le patient sur une trappe et à le faire tomber sans prévenir dans une cuve d'eau glacée. Aussi dures soient-elles, ces méthodes reflétaient la conviction croissante que la santé mentale était une question sérieuse qui méritait d'être prise en charge, une innovation pour l'époque. Mal orientée, l'hydrothérapie marque les débuts hésitants de la société dans la prise en charge des maladies mentales. Aussi horribles que fussent ces méthodes, elles cherchaient un effet thérapeutique alors que la psychologie n'était pas encore étudiée scientifiquement. On peut donc leur reconnaître un certain mérite pour leurs tentatives. Le mercure, malgré sa toxicité, était vu comme un remède universel par de nombreuses civilisations anciennes. Il est vrai qu'il fascine et semble presque doté de super-pouvoirs. Au XVIe siècle, la syphilis faisait des ravages et le mercure semblait être la seule solution. Connu pour sa capacité à tuer les bactéries, il était administré comme une sorte de poison ultime, un agent purgatif pour nettoyer le corps de la maladie, et probablement de beaucoup d'autres choses aussi. Outre les onguents, le mercure était aussi donné en pilule ou inhalé sous forme de vapeur. Les effets secondaires étaient catastrophiques, ce qui est prévisible en ingérant ou inhalant l'un des éléments les plus toxiques connus. Il comprenait des tremblements, perte de mémoire et la mort. Ironiquement, cela a peut-être aggravé la maladie qu'il voulait traiter, créant un cercle vicieux d'empoisonnement et de maladie. Mais à une époque sans antibiotiques, le poison semblait être un prix à payer acceptable. L'expression « fou comme un chapelier » vient de l'empoisonnement au mercure, fréquent chez les fabricants de chapeaux utilisant ce métal pour le feutre. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le chapelier fou déjeunait avec un lapin, c'est parce que son cerveau est imbibé de mercure. Au XIXe siècle, la tuberculose était presque aussi redoutée que la peste, et l'un des traitements consistait à injecter du lait directement dans les veines. Les médecins croyaient que le lait, symbole de pureté, pouvait revitaliser la circulation sanguine et nourrir les patients de l'intérieur pour rétablir leur santé. Les transfusions de lait provoquaient fréquemment un choc chez les patients. Pour certains patients, le lait agissait comme un agent étranger mortel, provoquant de graves infections ou la mort en quelques heures. Heureusement, cette pratique a cessé dès que la science des transfusions sanguines s'est améliorée. Ils n'ont donc jamais pu expérimenter la crème glacée. Dans un monde sans vaccin, la rage était une affection bien plus grave. Une fois les symptômes apparus, la mort était imminente. Les médecins étaient donc désespérés et prêts à essayer tout ce qui pouvait fonctionner. Voici Pline l'Ancien qui a proposé une approche littérale du poil de chien. Selon sa recommandation, la victime devait prendre un poil de l'animal responsable, le brûler, puis l'appliquer sur la morsure. Si le poil de chien n'était pas assez exotique, d'autres remèdes anciens consistaient à mélanger du foie, du cerveau et du sang broyé provenant de l'animal infecté, puis à ingérer le tout. Ces méthodes sont nées de la croyance en la magie sympathique, l'idée que le semblable guérit le semblable. Le mélange de mysticisme et de désespoir a rendu ces traitements populaires, même s'ils ont seulement accéléré la mort des victimes de la rage. Aujourd'hui encore, ces conseils ont marqué la culture. L'expression « poil de chien » désigne le fait de traiter un problème avec une petite dose de ce qui l'a causé. Aujourd'hui, elle sert surtout à évoquer les remèdes contre la gueule de bois plutôt que la rage. La folie des momies en Europe relevait autant d'une fascination pour les pharaons que pour leurs prétendues propriétés mystiques. À partir du XVIe siècle, les médecins prescrivaient des momies réduites en poudre. Oui, des momies en poudre. Pour traiter diverses affections, ils pensaient que quelque chose d'aussi ancien avait forcément de puissantes propriétés curatives. Ces momies n'étaient sans doute pas en vente libre. Le procédé consistait à broyer les momies en une fine poudre et à la vendre comme complément médicinal. Cette poudre était vantée comme un remède à tout, des migraines aux douleurs musculaires. Les Européens aisés la mélangeaient souvent au chocolat pour rendre l'expérience plus agréable. Quand cette pratique a disparu au XVIIIe siècle, des milliers de momies avaient déjà été détruites. Difficile de savoir ce que les Européens espéraient obtenir des momies. Peut-être pensaient-ils que les esprits anciens les aideraient, ou voulaient-ils juste posséder un fragment du passé mystique.
Quoi qu'il en soit, ils ont transformé l'Égypte ancienne en pharmacie et les archéologues modernes déplorent la perte d'artefacts historiques inestimables. Indiana Jones ne l'aurait jamais fait. Le concept de soulagement de la douleur grâce à la décomposition de la vie marine a été popularisé en Australie au XIXe siècle. Les patients arthritiques étaient encouragés à ramper dans le corps d'une baleine vidée et à y rester plusieurs jours car on pensait que les gaz de la chair en décomposition soulagèrent les douleurs articulaires. Aussi macabre que cela paraisse, les gens tentaient tout pour soulager la douleur chronique, rendant le spa nauséabond de la baleine tentant. Des patients ont ressenti un soulagement temporaire, probablement lié à la chaleur plutôt qu'à des propriétés magiques de la chair en décomposition. Ce remède illustre l'ingéniosité et parfois le côté morbide des solutions que les gens tentaient face à une maladie chronique peu soulagée. Une forte rage de dents peut vous faire espérer que cette baleine morte puisse vous aider. Les Romains accordaient une grande importance à l'hygiène, même si ce n'était pas toujours instinctif. Par exemple, ils croyaient même que l'urine avait de puissantes propriétés nettoyantes grâce à sa forte teneur en ammoniac. Les esclaves récoltaient l'urine, utilisée ensuite comme bain de bouche pour blanchir les dents et pour laver les vêtements grâce à l'ammoniac chez les Romains. Le seul inconvénient était l'odeur d'urine. Pour les Romains, cela paraissait normal, aussi courant que se brosser les dents aujourd'hui. La tendance a sans doute disparu, mais réutiliser des déchets pour la santé et l'hygiène est une pratique que de nombreuses cultures ont adoptée au fil des siècles. À ce propos, si vous pensiez que les Romains s'arrêtaient à l'urine, vous vous trompez. Pline l'Ancien et ses contemporains recommandaient également les matières fécales pour divers maux. L'idée était que l'essence de la vie résidait dans les déchets humains et pouvait guérir presque tout, des troubles digestifs à l'infertilité. Bien sûr, cela n'était pas totalement dénué de fondement. Les greffes fécales modernes pour la santé intestinale suivent des principes similaires mais sont bien plus hygiéniques. Dans la Chine ancienne, la soupe jaune, une pratique de la médecine traditionnelle, consistait à consommer des matières fécales. Espérons qu'il n'y avait pas de morceaux. L'héroïne, produite au XIXe siècle, a d'abord été présentée comme une alternative non addictive à la morphine. Les médecins la prescrivaient même comme antitussif pour enfants. Honnêtement, ça calme vraiment la toux. Comme beaucoup d'opiacés, l'héroïne était extrêmement efficace pour calmer les enfants, bien que les effets secondaires aient été mal compris. Des années plus tard seulement, le potentiel addictif de l'héroïne est devenu évident, provoquant un revirement rapide de sa réputation médicale. L'ascension puis la chute de l'héroïne comme médicament illustre comment la médecine transforme parfois un remède miracle en menace en une génération. La saignée s'est pratiquée pendant des millénaires, de l'Égypte antique à l'Europe moderne. Les médecins utilisaient sangsues ou incisions pour drainer du sang et restaurer la santé. Cette pratique, prisée des Gaules, visait à rééquilibrer les 4 humeurs du corps, sang, flegme, bile noire et bile jaune, à la façon des lions de Voltron en vous. Au fil du temps, la saignée est devenue un remède universel pour soigner fièvre, maux de tête et troubles mentaux. Cette pratique a perduré jusqu'au XIXe siècle, mais a disparu quand les médecins ont compris que saigner un patient était souvent une très mauvaise idée. Parmi les traitements médicaux les plus ironiques, on inoculait le paludisme aux patients syphilitiques pour provoquer une fièvre. L'idée était que la fièvre tuerait les bactéries de la syphilis, puis la malaria serait traitée avec de la quinine. Le docteur autrichien Julius Wagner Jauregg a même reçu un prix Nobel pour cette idée, un peu comme Crash qui a eu l'Oscar du meilleur film. Bien que ce soit un exemple extrême où le remède était pire que la maladie, cela fonctionnait suffisamment bien pour être célébré comme une avancée majeure à l'époque. Aujourd'hui, nous avons la pénicilline, ce qui fait de ce traitement par la fièvre une relique malheureuse. Peu de pratiques anciennes sont aussi inquiétantes que la trépanation, qui consiste à percer ou gratter le crâne pour soigner des blessures à la tête ou des maladies mentales. La trépanation était fréquente dans l'Europe ancienne et en Amérique, comme le montrent des crânes préhistoriques. Pratiquée sans anesthésie, car ce ne serait pas de la médecine d'autrefois sans perçage de crâne sans médicaments, de nombreux patients ont survécu à l'épreuve et certains s'en sont même remis. La trépanation a duré des siècles, les médecins tentant de soigner maux de tête, épilepsie,
et autres maladies par cette pratique sanglante. Lorsque nous regardons ces traitements à travers le prisme de la science moderne, il est facile de penser que ces jours d'essais et d'erreurs sont derrière nous. Avant de trop nous enorgueillir, rappelons-nous que les traitements actuels pourraient devenir la pommade au mercure ou la carcasse de baleine géante de demain. Et l'assurance ne couvre pas cette baleine. Alors, qu'en pensez-vous? Parmi ces remèdes mal avisés, lequel était le pire? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de nos autres vidéos sur notre histoire étrange.